Ce que l'on sait de la vie quotidienne des anciens Égyptiens a en grande partie été déduit de l'étude des scènes représentées sur les murs des tombeaux. Or, ces scènes ne cherchent pas à dépeindre ce que fut la vie des défunts, mais à permettre à ces derniers de passer sans encombre dans l'au-delà et d'y vivre heureux en montrant ce qui les y attend. Les tombes des anciens Égyptiens ne sont pas des chambres stériles. Ce ne sont pas de simples caveaux où on abandonne les morts au repos éternel. Ce sont des chambres de transmutation, de véritables générateurs dans lesquels chaque objet a une fonction précise. Rien n'est là par hasard. Le mobilier, les décorations, tout exude la vie. Tout est là pour encourager les morts à revivre, pour susciter la résurrection de la momie. Les scènes dépeintes n'ont cependant pas toujours une signification évidente. Certains objets retrouvés dans des tombes indiquent clairement que le mort est vivement invité à faire l'amour et à procréer dans sa nouvelle vie. Les momies étaient souvent accompagnées dans leur voyage de statuettes symbolisant la fécondité. Les hommes étaient fréquemment inhumés avec des phallus artificiels. De plus, nombre de fresques figurant dans les tombes, qui représentent toujours des personnages jeunes, auraient une signification sexuelle cachée. La représentation de l'amour charnel est, sinon dissimulée, du moins codée. L'artiste utilise une sorte de langage secret. Nous sommes encore loin d'avoir compris toutes les nuances de ce langage. Les Égyptiens avaient en effet une manière très délicate, très subtile de représenter un acte aussi fugace et risqué que l'acte sexuel. Le lotus bleu est l'un des thèmes qui revient le plus fréquemment sur les fresques. Sa symbolique n'a jamais été véritablement élucidée. Cette fleur aurait-elle elle aussi une signification sexuelle? L'égyptologue Lise Maniche s'intéresse depuis plusieurs années à la symbolique amoureuse du lotus. Situé non loin de Luxor, le village de Der El Medina était jadis occupé par les artisans chargés de la construction et de la décoration des tombes des pharaons, dans la vallée des rois. Ces artisans sont également à l'origine d'un papyrus qui fit scandale et contribua beaucoup à l'étude de la sémantique du lotus. Les gens qui vivaient ici étaient tous d'excellents artisans. Nous possédons un certain nombre d'œuvres qui ont été produites dans ce village, et notamment le fameux papyrus de Turin, qui est à mon avis un exemple très intéressant de littérature pornographique ancienne. Ce papyrus ne raconte pas de manière linéaire les événements d'une nuit folle au village, mais il dresse plutôt un catalogue des différentes positions érotiques. On y voit par exemple une femme assise sur un tabouret face à un homme affublé d'un énorme phallus. Une fleur de lotus flotte au-dessus de sa tête. Ailleurs, on voit une femme qui semble se débrouiller très bien toute seule, assise sur une poterie de forme conique avec laquelle elle prend son plaisir. Elle a aussi une fleur de lotus dessinée au-dessus de la tête. Faut-il chercher dans ce lien apparent entre le lotus et l'acte sexuel l'explication de l'importance de cette fleur dans la société égyptienne? Le lotus était-il plus qu'un symbole? C'est ce qu'affirme Lise Maniche, preuve à l'appui. À une centaine de kilomètres en amont de Luxor se dressent les vestiges du temple d'Edfou. Lise Maniche y a découvert une inscription qui semble indiquer que le lotus était apprécié pour certaines propriétés mystérieuses. Cette inscription pourrait expliquer pourquoi cette fleur occupait apparemment une telle place dans le quotidien des anciens Égyptiens. Les murs du temple d'Horus sont ornés de bas-reliefs montrant le roi en train de faire des offrandes aux dieux.
Souvent, l'offrande est une simple fleur de lotus, et le texte qui accompagne l'illustration semble suggérer que la fleur avait des vertus narcotiques. Le roi parle en effet du lotus en expliquant au dieu que les yeux de celui qui le regarde s'animent d'un éclat particulier, que ses narines se dilatent lorsqu'il en respire le parfum. Pour moi, c'est la description type d'une prise de narcotique par inhalation. Lise Maniche est convaincue que cette description reflète l'usage que les Égyptiens faisaient eux-mêmes du lotus. Certains détails relevés sur les fresques qui ornent les tombes tendent à accréditer cette thèse. On y voit souvent des personnages s'enivrant du parfum d'un lotus. De plus, la fleur est souvent associée au vin. Les coupelles sont souvent décorées d'un lotus et il était apparemment courant d'ajouter un petit flacon d'un liquide inconnu dans le vin. S'agissait-il d'un extrait de lotus? Le lotus était-il en fait une drogue consommée par les Égyptiens au même titre que l'alcool, voire absorbée en même temps en faisant macérer les fleurs dans le vin par exemple? C'est en tout cas ce que peuvent laisser supposer les scènes représentées dans les tombeaux et sur le papyrus érotique. Et c'est ce qu'a voulu vérifier une équipe de chercheurs de l'université de Manchester, en Grande-Bretagne. Pour savoir si les Égyptiens de l'Antiquité se droguaient, ils ont décidé d'interroger cette momie. Celle-ci se trouve au centre d'un programme de recherche destiné à faire la lumière, entre autres, sur la symbolique du lotus. Un programme dirigé par Rosalie David, conservatrice du département d'égyptologie du musée de Manchester. Cette momie est arrivée au musée de Manchester en 1825. Elle a été donnée au musée par deux particuliers avec deux cercueils en bois. Nous avons pu établir à partir des inscriptions figurant sur ces cercueils qu'il s'agissait de la momie d'une certaine Asrou, qui était chanteuse, ou plutôt psalmiste, au temple de Karnak. C'est malheureusement à peu près tout ce que nous savons d'elle, mais nous espérons que la science moderne va nous permettre d'obtenir de nouvelles informations sur sa vie et celle des anciens Égyptiens. Après, ça va là. Juste là. Oui. Les bandelettes qui entouraient le corps d'Asrou ont été retirées par les donateurs du XIXe siècle. Cela facilite la tâche des chercheurs qui vont pouvoir l'examiner plus aisément. C'est très compact, non? C'est dur, ça s'entend. Je crois qu'on a atteint l'os. On a quand même un peu de tissu. Pas grand-chose, mais quand même. Ça devrait suffire. L'idée est de prélever plusieurs échantillons de tissu situés à l'intérieur du corps de la momie pour les analyser et tenter de mettre en évidence les traces de stupéfiants qu'aurait pu absorber Asrou, que ce soit pour un usage récréatif ou à des fins rituelles ou médicinales. La consommation de drogue n'est attestée que beaucoup plus tard chez les Égyptiens. Mais c'est la première fois que des chercheurs vont appliquer un certain nombre de technologies de pointe à l'étude d'une momie. C'est poisseux. C'est de la résine. De la résine. Les chercheurs souhaitent également faire des prélèvements de cheveux, car les substances consommées s'y accumulent lentement et peuvent y être détectées longtemps après. L'entreprise n'est cependant pas si simple, car la défunte a eu la tête rasée. Il faut donc se rabattre sur les poils qui subsistent sur le reste du corps. Je vais prendre quelques poils et puis... Oui, et après tu pourras toujours... quelques poils pubiens. Oui, quelques poils pubiens. Asrou avait la tête rasée parce qu'elle officiait dans un temple. Les psalmistes et les prêtresses se rasaient le crâne et portaient des perruques, par souci de pureté. Les inscriptions figurant sur le cercueil d'Asrou précisent qu'elle vivait à Thèbes, la capitale spirituelle de l'Égypte antique, là où se trouve aujourd'hui Luxor. Elle travaillait dans le temple de Karnak, 1000 ans avant notre ère, à la fin de la période dite du Nouvel Empire. La fonction d'Asrou au sein du temple fait d'elle un sujet d'étude idéal, car elle devait être régulièrement en contact avec la fleur de lotus.
Ici, comme à Edfu, celle-ci est omniprésente, sous des formes plus ou moins symbolisées. Une psalmiste était une sorte de prêtresse occasionnelle, issue d'une famille de la haute noblesse, qui vivait plusieurs semaines d'affilée au temple. Il y a 3000 ans, cet endroit devait être très différent. C'était le cœur du temple, un lieu où la lumière du jour ne pénétrait guère, mais grouillant de vie et éclatant de couleurs vives. Le sol était en argent poli, les murs étaient rehaussés d'or et de lapis-lazuli. L'éclat de l'ornementation devait être mis en valeur par le jeu des rares rayons de soleil qui filtraient. L'ensemble devait baigner dans un nuage d'encens et de parfums entêtants. Les psalmistes assistaient les prêtres et les prêtresses dans leurs fonctions au service des dieux. Elles participaient aux offrandes des fleurs de lotus. Le matin, elles psalmodiaient des incantations pour éveiller les divinités. Elles leur apportaient à manger 3 fois par jour, ainsi que des habits dont les revêtaient les prêtres. Toute la journée, elles chantaient et dansaient pour plaire aux dieux. Lorsqu'une divinité avait été éveillée, il fallait ensuite lui être agréable et la distraire. Le lotus était-il une offrande réservée aux dieux? Si la fleur avait effectivement des effets stimulants, les officiantes ne l'utilisaient-elles pas, elles aussi, pour se doper avant d'exécuter des danses visiblement sportives? Quand on regarde ces bas-reliefs, on a une idée du caractère acrobatique de ces danses, avec des sauts de main, sauts périlleux arrière, tête en bas, la perruque pendante. Visiblement, c'était un ballet très animé. Les danseuses sont représentées dans des poses pour le moins dynamiques. Il faut imaginer la musique, les danses, les vapeurs d'encens, les offrandes de parfums. L'usage des stupéfiants dans l'Égypte antique, que ce soit à des fins religieuses ou dans d'autres circonstances, reste cependant à démontrer. L'examen minutieux de la momie d'Azrou, auquel vont se livrer les chercheurs de l'université de Manchester, permettra peut-être de déterminer si l'ancienne servante des dieux se droguait et, qui sait, de préciser la relation qui existait apparemment entre la mort, l'amour et le lotus bleu. Les Égyptiens connaissaient-ils l'usage du cannabis ou de l'opium? Le lotus bleu contenait-il une substance narcotique dont ils appréciaient les effets? L'anesthésiste Dave Council et le chimiste Vic Garner vont maintenant pouvoir analyser les échantillons de poils et de tissus prélevés sur la momie. Il n'y a aucune certitude concernant l'usage de drogue dans l'Égypte antique. En tout cas, si les Égyptiens connaissaient l'existence de certains stupéfiants, il me semble peu probable qu'ils se soient abstenus de les utiliser. Quelles substances pouvaient-ils connaître? Pour répondre à cette question, les chercheurs de Manchester ont fait appel aux technologies les plus avancées. Les échantillons prélevés sur la momie vont être analysés par la méthode de la spectroscopie de masse, qui permet de décomposer chaque particule de matière selon les molécules qui la composent. Un minuscule échantillon suffit. Nous avons ici un échantillon de cheveux et de cuir chevelu d'Azrou. Il y a quelques petits cheveux. Différents sont examinés. Ils font l'objet d'une procédure d'analyse médico-légale habituellement mise en œuvre par le laboratoire de Vic Garner pour détecter des traces de stupéfiants dans des échantillons soumis par la police. C'est la première fois que le chimiste a affaire à une momie, et les analyses révèlent la présence d'une foule de substances étrangères, allant de diverses huiles végétales au henné, en passant par plusieurs autres produits non identifiés. Nous avons trouvé pas mal de choses, mais rien qui ressemble à des traces de stupéfiants.
Il n'est pas exclu que nous mettions en évidence d'autres substances d'origine végétale. D'autres analyses sont en cours. Les tests de recherche de stupéfiants classiques s'étant révélés négatifs, l'étape suivante consiste à déterminer si Azrou avait consommé de son vivant du lotus bleu. Pour cela, il faut connaître la composition exacte de la fleur. Le problème est de trouver une fleur à analyser car l'espèce s'est considérablement raréfiée, y compris en Égypte. Par un heureux concours de circonstances, l'un des rares endroits où elle soit encore conservée est une serre des environs de Manchester, ce qui simplifie singulièrement la tâche de Dave Council et de Vic Garner. Ça glisse. Il faut faire attention. Quelle est la température de l'eau? Je vais te le dire. Ah, elle est bonne, elle est chaude. J'espère qu'il n'y a pas de crocodile. Des amibes peut-être. Tu peux me passer le sécateur? On prend ces deux-là? Oui, mais ne touche pas les pétales. Prends-les par la tige délicatement. Une étude américaine effectuée sur le lotus il y a 25 ans a conclu à la présence dans la fleur d'un alcaloïde susceptible d'avoir des propriétés narcotiques. Mais ces travaux sont restés sans suite. Je n'ai jamais senti de fleur de lotus. C'est l'occasion ou jamais. Ça sent vraiment bon, c'est très agréable. Ça sent quoi? Ça me fait un peu penser à l'odeur de la banane. Mais c'est très agréable, vraiment très agréable. J'aimerais bien savoir combien de temps le parfum persiste. En tout cas, je ne laisserai pas mon nez trop longtemps dedans. On dit que les Égyptiens se droguaient en sniffant des lotus. De toute évidence, il y a quelque chose de spécial dans le lotus bleu. Ce n'est pas que l'aspect de la fleur, mais c'est aussi son parfum. Il n'est pas impossible que cette plante renferme un principe actif quelconque. La composition chimique de la plante et de son parfum est analysée, dans l'espoir d'isoler un agent susceptible d'avoir des propriétés narcotiques. Les résultats sont pour le moins inattendus. Visiblement, la réponse est forte, mais nous n'avons pas de pic à proprement parler. On peut donc en déduire, je crois, qu'il n'y a rien là-dedans qui ressemble à un alcaloïde. L'analyse ne révèle aucune trace de substance narcotique. En revanche, ce qu'on voit, ce sont des phytostérols. le spectrographe trahit la présence de phytostérols, des stéroïdes végétaux souvent dotés de puissantes propriétés médicinales. Mais ce n'est pas tout. Nous avons approfondi l'analyse en changeant de méthode et nous avons découvert des agents potentiellement actifs, ce qui est très encourageant. Poursuivant les investigations par la spectroscopie de masse, mais cette fois à partir de solutions, Vic Garner est parvenu à mettre en évidence des molécules passées inaperçues jusqu'alors parce que trop grosses. Or, ces molécules forment ce que l'on appelle des biofavinoïdes, des substances chimiques qui déterminent notamment la coloration des végétaux, mais dont les vertus médicinales sont également connues. Le lotus ne contient pas moins de 3 biofavinoïdes. Prises ensemble, toutes les substances chimiques détectées dans la fleur de lotus peuvent avoir de puissants effets physiologiques. Vic Garner et David Council se plongent ensuite dans les traités de botanique, à la recherche d'autres espèces végétales ayant une composition chimique voisine. Ces 3 biofavinoïdes sont très courants dans le règne végétal. Ils sont à l'origine d'une foule de couleurs. On les retrouve aussi dans de nombreuses préparations prescrites aujourd'hui encore, comme le ginseng ou l'extrait de ginkgo biloba. Le ginkgo biloba est un arbre dont on tire un extrait largement employé de nos jours pour stimuler la circulation sanguine et les facultés mentales. L'analyse comparative avec le lotus donne des résultats étonnants. Si l'on compare la courbe de l'extrait de ginkgo avec celle de l'extrait de lotus bleu, on observe de nombreuses similitudes.
La ressemblance est tellement frappante que l'on peut raisonnablement supposer que les deux produits ont des effets similaires. Les bienfaits du ginkgo pour la santé sont connus depuis des siècles. Les Égyptiens se servaient-ils du lotus bleu de la même manière? Est-ce la raison pour laquelle ils faisaient macérer ces fleurs dans le vin? Vic Garner et David Council décident d'aller demander l'avis d'une spécialiste. Liz Williamson est pharmacologue. Elle connaît parfaitement les effets que les divers principes actifs peuvent avoir sur l'organisme. Elle trouve étonnante la complexité du cocktail chimique qui entre dans la composition du lotus. Je vois que vous avez établi que la composition chimique des deux végétaux était remarquablement proche, en particulier au niveau des bioflavonoïdes. Et il semble même que le lotus soit encore plus riche en bioflavonoïdes que le ginkgo. Cela peut signifier que les Égyptiens se servaient du lotus comme nous nous servons aujourd'hui du ginkgo. C'est-à-dire pour une foule de problèmes physiologiques, notamment pour tous les problèmes résultant du vieillissement. Le ginkgo est considéré comme une sorte de médicament anti-vieillissement, qui dévore les radicaux libres et a des vertus antioxydantes reconnues. Il s'est avéré bénéfique par exemple pour lutter contre les formes atténuées de maladies d'Alzheimer, contre les troubles de la mémoire et divers autres troubles induits par une mauvaise vascularisation. C'est également le cas de la migraine, d'une foule de dysfonctionnements. Il a un effet qui peut s'apparenter à celui du Viagra. C'est un produit bénéfique aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et de toute évidence, le lotus lui ressemble énormément. La capacité du lotus à stimuler la circulation sanguine expliquerait donc la relation faite par les Égyptiens entre cette fleur et l'amour charnel. J'ai notamment remarqué que vous aviez isolé 2 ou 3 composés qui sont les inhibiteurs du même type que ceux que contient le Viagra. Merci beaucoup. Le lotus n'est donc pas une panacée universelle, mais plutôt une forme de Viagra naturel, favorisant en particulier l'activité sexuelle. Ces conclusions confirment-elles les hypothèses formulées jusque-là à propos de cette plante? Est-ce là la clé de l'énigme du lotus bleu? Vic Garner et David Council veulent en avoir le cœur net. Ils tiennent notamment à vérifier que le lotus qu'ils ont analysé est bien le même que celui des anciens Égyptiens et qu'il a exactement les mêmes effets revigorants. Outre une splendide collection de nénuphars et de lotus, les jardins botaniques de Kew à Londres possèdent quelques spécimens inestimables de lotus bleu égyptien datant de l'époque des pharaons. La direction a accepté d'en remettre un fragment aux 2 chercheurs. Ce sont ceux que nous avons étudiés. Les feuilles sont plus rondes, plus circulaires. Le parc abrite l'un des plus vieux ginkgo biloba de Grande-Bretagne. Cet arbre ne semble pas avoir grand-chose de commun avec la famille des nénuphars. Il est surprenant que le lotus bleu des Égyptiens ait les mêmes propriétés. On voit pourquoi on l'a appelé biloba. Oui, les feuilles possèdent 2 lobes bien distincts. On dirait un peu du cuir. Il paraît que c'est un arbre très ancien. Oui. Ça nous ramène en arrière. On retrouve des végétaux de ce type parmi les fossiles du Carbonifère. Exact, oui. Tu sens quelque chose? Non. Ça ne sent pas grand-chose. Les archives souterraines des jardins botaniques de Kew renferment des milliers de spécimens de végétaux séchés originaires du monde entier. Spécialiste de l'Égypte, Nigel Hepper montre aux 2 chercheurs la collection de fleurs retrouvées dans des tombeaux antiques. Vous avez ici un lotus bleu. Pas de doute, c'est bien lui. Fantastique. Il a été reconstitué d'après modèle. Regarde-moi ces pétales, ils sont en parfait état. Il provient du cercueil de Ramsès II. D'accord. Nous en avons d'autres dans ce casier qui devraient pouvoir vous servir. Ils proviennent également d'un tombeau. Ils ont été retrouvés lors de fouilles. Cette décoration florale devait être un véritable feu d'artifice de bleu, de jaune, de blanc et de vert. Seul un botaniste chevronné peut aujourd'hui distinguer les pétales de lotus parmi ces débris de végétaux desséchés. Je ne peux pas vous donner ceux qui sont encore fixés. Mais vous en avez au fond qui ne sont pas mal. Oui, parfait. Et je le mets là. D'accord, nous ne prendrons que le strict nécessaire. Parfait. Des fragments suffisent, un bout seulement. Voilà, avec la pince. Parfait. C'est super, c'est un échantillon de Kew. Merci beaucoup. Vic Garner va maintenant pouvoir comparer les cartes d'identité chimique du lotus des pharaons et de son descendant moderne.
Tu penses que tu vas en avoir assez pour l'analyse? Oui, 1 milligramme suffit. Ce serait merveilleux si on pouvait avoir une image. Les conclusions de l'analyse comparée des structures moléculaires des deux échantillons dépassent toute espérance. Voici le profil d'un pétale de lotus actuel, et voici celui du pétale du jardin botanique de Kew, un pétale vieux de plus de 2000 ans. On distingue parfaitement les empreintes des phytostérols. La ressemblance est frappante. 2000 ans les séparent, et vous avez des empreintes pratiquement identiques au niveau de ces agents essentiels que sont les phytostérols. Le lotus des Égyptiens avait donc, selon toute vraisemblance, les mêmes propriétés que le lotus actuel. Mais comment savoir s'il était effectivement consommé et s'il faisait vraiment office de Viagra avant la lettre? La momie d'Azrou est plus que jamais au cœur de l'énigme. Pour l'instant, les recherches n'ont rien donné de concret, mais certains pics inexpliqués pourraient être dus à la présence d'éléments issus du lotus. La découverte des vertus régénératrices du lotus a d'ores et déjà permis de mieux comprendre certaines fresques figurant sur les murs des tombeaux égyptiens. La fleur de lotus apparaît désormais comme un signe clair dans une symbolique sexuelle codée qui, selon Lise Maniche, privilégie l'acte sexuel comme moyen de renaître dans l'au-delà. Les Égyptiens étaient littéralement obsédés par l'idée d'une renaissance après la mort, et la sexualité jouait à leurs yeux un rôle capital dans ce processus. Les fresques ne représentent que des gens jeunes, en pleine possession de leurs moyens et de leurs forces, légèrement vêtus, souvent de vêtements transparents. Le parfum est également un élément central. Dans toutes les civilisations, le parfum symbolise l'amour charnel. Or, ces fresques montrent des personnages dont on enduit le corps d'huile précieuse et de parfum. On leur place même des morceaux de musc sur la tête pour bien signifier qu'ils sentent très bon. La fleur de lotus, le motif le plus fréquemment représenté dans les tombeaux, était donc elle aussi une allusion à l'amour charnel. On les voit avec des guirlandes de lotus autour du cou, avec des fleurs de lotus piquées dans les cheveux, se promenant avec des fleurs de lotus à la main. Le lotus est partout. L'omniprésente fleur bleue pourrait bien être la clé d'un symbolisme sexuel codé et extrêmement élaboré. Il y a beaucoup de jeux de mots et d'images, de sous-entendus et d'allusions à double sens. Le même mot seti peut par exemple signifier éjaculer ou verser. Or, le mot parfum s'écrit avec les 3 lettres STI du mot seti. Toutes ces allusions soulignent bien le caractère sexuel de la scène. Le lotus devait donc aider les morts à renaître, comme il aidait les vivants à conserver leur vigueur sexuelle. C'est une découverte très intéressante qui a des implications sur la manière dont nous percevons l'intérêt que les Égyptiens avaient pour cette fleur. Cela explique la fréquence de sa représentation. Cela paraît évident maintenant. C'est une chose qui pour eux était synonyme de plaisir. Macérées dans le vin, les fleurs de lotus n'amplifiaient pas l'effet immédiat de l'alcool, mais elles favorisaient à terme l'activité sexuelle et étaient généralement bonnes pour la santé. Je crois que nous sommes vraiment parvenus à déterminer le rôle qu'avait le lotus bleu chez les Égyptiens. Il n'était pas employé comme narcotique, mais apprécié pour sa beauté, pour son parfum, et pour le fait qu'il avait en plus l'avantage de vous apporter une sensation de bien-être lorsqu'on le buvait en décoction dans de l'alcool. Que pouvait demander de plus un pharaon?
L'importance du lotus ne tiendrait-elle pas également à ses qualités supposées de panacée universelle, dans une Égypte antique où les maladies faisaient des ravages? L'étude de la momie d'Azrou pourrait permettre de mieux appréhender la réalité qui se cache derrière les scènes représentées sur les parois des tombes, qui font la part belle à la vigueur et à la jeunesse. Azrou va être soumise à un examen médical complet. Les chercheurs de l'université de Manchester espèrent ainsi obtenir des informations sur la situation sanitaire en Égypte ancienne. Ils ont d'ores et déjà démontré que le lotus bleu avait des vertus toniques et même aphrodisiaques. Ils aimeraient maintenant en savoir plus sur l'état de santé réel des contemporains des pharaons. Et si la fréquence du lotus sur les fresques était en fait le signe d'une société en proie aux maladies? Les personnages qui figurent sur les murs des tombeaux sont presque tous jeunes et apparemment en pleine santé. Seuls quelques musiciens sont parfois représentés aveugles, leur cécité pouvant être la conséquence d'affections parasitaires. Malheureusement, les papyrus qui sont parvenus jusqu'à nous ne donnent guère d'indications sur les maladies qui pouvaient exister, ni sur leur fréquence. J'ai rarement vu une patiente aussi sage. Elle ne bouge pas du tout. Pas même un battement de cils. La momie d'Azrou est tout d'abord examinée au scanner. Avec elle, c'est toute l'Égypte ancienne que les médecins entendent étudier. Les échantillons de tissu prélevés un peu plus tôt commencent à livrer des informations qui vont plutôt à l'encontre de l'image véhiculée par l'iconographie antique. À commencer par les tissus provenant des intestins. Les analyses mettent clairement en évidence la présence dans la paroi de l'intestin de la forme larvaire d'un ver parasite de la famille des strongyloïdes. C'est un ver que l'on attrape en marchant dans de l'eau ou de la boue infestée. La vase contient des larves de ce ver qui pénètrent par la plante des pieds ou par la paume des mains avant de passer dans les vaisseaux sanguins et de remonter le système veineux jusqu'au cœur. Elles passent ensuite dans les poumons et remontent la trachée pour gagner la gorge. Là, la personne infectée les avale et les larves se retrouvent dans les intestins où elles deviennent adultes. Si, comme tout le prouve, Azrou était atteinte, elle avait certainement des diarrhées irritatives, accompagnées probablement de saignements, d'où on peut en déduire qu'elle était vraisemblablement anémiée au moment de sa mort. Des grains de sable ont également été détectés dans les poumons d'Azrou, ainsi que des lésions pulmonaires engendrées par la présence de ces corps étrangers. Ce sont les symptômes d'une maladie appelée pneumoconiose, que l'on rencontre encore de nos jours chez certaines populations du désert. Azrou éprouvait certainement de grandes difficultés à respirer vers la fin de sa vie. De toute évidence, Azrou n'était pas au mieux de sa forme. Elle souffrait de plusieurs maladies clairement identifiées qui, prises ensemble, affectaient sa respiration et ont pu précipiter sa fin. L'examen de la momie d'Azrou permet de se faire une idée des maladies qui sévissaient de son vivant. Il en ressort un tableau très différent de celui que dépeignent les fresques des tombeaux, l'image d'un monde qui souffrait et qui devait d'autant plus apprécier les vertus présumées curatrices du lotus. La réalité n'avait rien à voir avec la vision idéalisée qu'ont voulu en laisser les artistes. Azrou elle-même, au moment de sa mort, avait depuis longtemps cessé d'être une jeune fille en pleine santé. On relève des déformations ostéo-arthritiques au niveau des articulations des phalanges. C'est une maladie articulaire dégénérative
qui indique que nous sommes sans doute en présence d'une femme âgée, en tout cas de plus de 50 ans. Nous avons ici une ankylose de l'articulation, ce qui dénote une forme infectieuse d'arthrite. Elle jouait peut-être de la harpe. Il peut y avoir un rapport? Si cette activité implique un mouvement répété des articulations des phalanges, c'est tout à fait possible, car il est démontré que l'ostéoarthrite est provoquée par une usure de l'articulation. L'existence d'Azrou n'a donc pas dû être rose. Outre tous les problèmes de santé déjà mentionnés, elle avait également une vertèbre fracturée et une hernie discale très avancée. Le disque est déplacé et va pousser contre la moelle épinière. Pensez-vous que ces lésions puissent être le résultat de ces activités de danse sacrée? Je suppose que tout dépend du caractère acrobatique de la danse. Mais Azrou souffrait peut-être en plus d'une maladie beaucoup plus grave. Nous avons ici visiblement la paroi de la vessie qui apparaît calcifiée. La radio permet de mettre en évidence la calcification générale de la paroi de la vessie, ce qui me fait soupçonner une schistosomiase. C'était une femme de l'aristocratie, ce qui a probablement contribué à sa relative longévité, car elle avait certainement un régime alimentaire privilégié. Elle menait une vie plutôt décontractée et n'avait pas à se soucier des tâches ménagères. Elle avait certainement des serviteurs. L'examen médical montre cependant qu'elle n'a pas dû avoir une vie très agréable et qu'elle a dû beaucoup souffrir. Reste à savoir si les maladies mises en évidence sur la momie d'Azrou étaient vraiment très répandues en Égypte. Le cas de la schistosomiase ou bilharziose est particulièrement intéressant. Rosalie David aimerait savoir si cette maladie parasitaire, qui était hier encore un véritable fléau en Égypte, existait déjà à grande échelle dans l'Antiquité. La bilharziose reste cependant difficile à détecter. Rosalie David a rendez-vous en Égypte avec une équipe d'experts qui mène la lutte contre cette terrible maladie. La bilharziose est transmise par un parasite hébergé par des mollusques aquatiques dont la larve attaque divers organes du corps humain. Alan Fenwick est conseiller auprès des services égyptiens qui ont réussi à juguler la maladie en limitant le nombre de mollusques. Ce monsieur est en train de sonder le canal pour voir s'il y a des escargots dedans. L'eau du canal ne paraît peut-être pas très ragoûtante, mais il faut bien voir que l'eau douce joue ici un rôle capital. Les gens viennent laver leur linge dans le canal, les femmes viennent y faire la vaisselle, les hommes viennent y façonner les briques. Et quand les enfants rentrent de l'école, quand il fait une chaleur torride, ils n'ont qu'une envie, c'est de piquer une tête. Je pense que dans l'Antiquité, les gens faisaient à peu près le même usage des canaux. Les fresques que nous ont laissées les anciens Égyptiens montrent bien que leur vie était également centrée autour des canaux, dont toute leur agriculture dépendait. La bilharziose était-elle aussi répandue qu'à l'époque moderne, où elle a touché à certains moments jusqu'à 80% de la population, et a longtemps été l'une des causes principales de mortalité. Ce fléau n'a été jugulé que tout récemment, grâce à des campagnes régulières de détection et à la découverte de nouveaux médicaments. Mais face à la bilharziose, les anciens ne pouvaient guère compter que sur le lotus bleu. Rosalie David a apporté plusieurs échantillons prélevés sur les différentes momies conservées au musée de Manchester, notamment sur celle d'Azrou, afin de les soumettre aux tests actuellement utilisés pour détecter la présence de la bilharziose. Mis au point par le docteur Maged Al-Sherbini, ces tests reposent sur la recherche d'anticorps dans le sang.
Il faut donc au préalable élaborer une solution à partir des échantillons. Jamais aucun anticorps n'a été mis en évidence chez une momie, et la plupart des chercheurs doutent de la faisabilité d'une telle expérience. Mais à la grande surprise de Rosalie David, l'un des échantillons donne des résultats positifs. C'est la première fois qu'un anticorps est détecté sur une momie égyptienne, et cet anticorps correspond bien à une attaque de bilharziose. Vous voyez ici le résultat de la mise en culture avec les deux échantillons. Oui. Et vous voyez que pour l'échantillon numéro 3, nous avons une certaine réaction. Oui. C'est une réaction faible mais réelle. Ce qui voudrait donc dire que nous avons ici des anticorps âgés de 2000 ans. Oui, c'est ça. Et encore actifs. Des anticorps extraits de ces tissus, toujours vivants et actifs, qui nous donnent cette réaction. C'est une première. Absolument. Cette première découverte d'un anticorps actif dans une momie égyptienne est la preuve que la bilharziose existait déjà à l'époque des pharaons. Ce que confirment les résultats de l'analyse directe d'un échantillon de tissu prélevé sur Azrou, effectué dans les laboratoires de l'Université de Manchester. Nous avons fait une recherche de bilharziose à partir d'un échantillon prélevé par endoscopie sur la vessie d'Azrou. On distingue nettement la présence de taches sur les tissus en coupe. Ces taches fluorescentes sont connectées à des formes ovales, ce qui indique qu'Azrou avait probablement contracté la bilharziose. La mise en évidence de cette maladie chez Azrou est une avancée remarquable. Cela montre que personne n'était à l'abri, même pas les gens qui, comme elle, appartenaient à la haute société. On peut imaginer que les prêtres et leurs assistants se livraient à des ablutions rituelles et se baignaient dans le lac sacré. C'est peut-être ainsi qu'Azrou a contracté la maladie. Si même une femme comme Azrou pouvait attraper la bilharziose, on peut raisonnablement estimer qu'une grande partie de la population en était atteinte. Quand on pense que cette maladie faisait probablement des ravages, donc qu'une proportion importante de la population était très amoindrie, on est encore plus admiratif devant la merveilleuse civilisation que ces gens ont bâtie, avec tous ces monuments somptueux. Ils ont vraiment accompli des prodiges, dans des conditions sanitaires déplorables. L'étude des momies a permis d'estimer que l'espérance de vie des Égyptiens à l'époque des pharaons ne devait guère dépasser 40 ans. On comprend qu'ils aient voué un véritable culte au lotus pour ses vertus fortifiantes. Rosalie David a décidé de se rendre à Luxor pour y examiner à nouveau les fresques des tombeaux à la lumière des récentes découvertes. Le sens caché des scènes représentées par les anciens Égyptiens apparaît progressivement à mesure que le lotus livre ses secrets. Je pense que les connaissances acquises sur le lotus nous permettent vraiment de réinterpréter les scènes qui ornent les murs des tombeaux. Il est désormais possible d'aller au-delà de ce qui est représenté, de dépasser la simple dimension esthétique pour tenter de comprendre la manière dont ils appréhendaient l'au-delà. Le lotus apparaît donc comme un puissant symbole, à la fois de renaissance après la mort et de longue vie dans un monde où la maladie fait des ravages. Bien sûr, nous supposions qu'il n'était pas exempt de maladie, mais le fait de disposer aujourd'hui de preuves irréfutables, ça change tout. On se rend compte du contraste qui existe entre la réalité et les images d'un monde idéalisé que renvoient ces fresques. Azrou elle-même a peut-être été représentée de cette manière, gracieuse, parfaite, sans aucun rapport avec ce que fut sa vie. 3000 ans après sa mort, Azrou a permis d'ouvrir une fenêtre vers un passé lointain. Et l'étude d'un cousin du nénuphar
a révélé le rôle fondamental que jouait celui-ci dans une société égyptienne qui appréciait ses vertus fortifiantes. En suivant ces deux pistes, une équipe de chercheurs nous a permis d'entrevoir ce qu'était la vie quotidienne dans la capitale spirituelle de l'Égypte, à l'époque où celle-ci était au fait de sa puissance. Dans les laboratoires de l'université de Manchester, l'étude de la momie d'Azrou touche à sa fin. Son visage probable a été reconstitué à partir de photos de son crâne. C'est une tentative de transposition dans le réel des personnages idéalisés qui peuplent les murs des tombes. Maquillé et paré de sa perruque rituelle, Azrou est sur le point de dévoiler son vrai visage. Mon Dieu, c'est incroyable. Comme ça, à la voir, je lui donnerais 60 ans. C'est drôle, elle a la lèvre supérieure proéminente. C'est vrai que la momie a les dents très en avant, mais on ne se rend pas bien compte à quel point. C'est très prononcé. Elle a dû être très belle quand elle était jeune. Ces recherches ont permis de mieux comprendre pourquoi les Égyptiens, au terme d'une existence terrestre marquée par les maladies pénibles et implacables, tenaient tant à revivre après la mort et à connaître enfin la jeunesse éternelle. Elles ont également mis en lumière le rôle crucial du lotus bleu, symbole de santé et de régénération, élément essentiel au bonheur dans le monde parfait de l'au-delà.